toutes et à tous et bienvenue à cette 8e masterclass Arte et Éducation. Euh, Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez toutes et tous bien? Je recommence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 8e masterclass Arte et Éducation. Aujourd'hui, le thème qui nous intéresse est le suivant: quel est l'impact de la recherche en sciences cognitives à l'école? Pour commencer, je vais rapidement vous présenter Educarte. Donc Educarte, c'est la ressource pédagogique de la chaîne Arte qui propose aux enseignants et aux élèves du collège et du lycée un catalogue de plus de 2000 vidéos issues du meilleur d'Arte. Ces vidéos, elles sont disponibles en français, en allemand, en anglais et également depuis peu en espagnol et en italien. On propose également sur la plateforme des outils pédagogiques qui vont vous permettre de personnaliser les vidéos, notamment l'outil de transcription intégrale et interactive. Nous avons également des outils pour créer ses propres extraits et les annoter. Et enfin, un outil de création de cartes mentales. Et bien sûr, tous ces outils sont disponibles à la fois pour vous, enseignants, mais également pour les élèves. Educarte, c'est une plateforme de partage, donc ça veut dire que toutes vos créations, vous pouvez les partager avec vos élèves et entre enseignants également. Educarte aussi, pour rappel, c'est donc une ressource qui est disponible sur abonnement des établissements ou des collectivités territoriales. C'est pas vraiment un choix d'être payant. En fait, pourquoi est-ce qu'on est payant? C'est parce qu'on paye des droits d'auteur aux documentaires qu'on acquiert sur la plateforme. Et ce sont donc ces droits qui nous permettent d'avoir un catalogue aussi fourni, mais c'est ça qui nous oblige donc à rendre la plateforme payante. Dans le cadre de l'abonnement à Educarte, vous bénéficiez également d'un accompagnement pédagogique dans lequel s'inscrit la masterclass d'aujourd'hui par exemple. Cet accompagnement pédagogique s'articule autour de 3 pôles. Les formations en ligne et en présentiel qu'on vous propose tout au long de l'année, les projets pédagogiques, dont un notamment que l'on mène avec l'Institut du cerveau sur les neurosciences, et enfin les masterclass qui sont proposées à vous, enseignants, tout au long de l'année. Sur l'Institut du cerveau, désormais, qui est donc notre partenaire depuis quelques années et qui est le partenaire de cette masterclass aujourd'hui. L'Institut du cerveau, c'est un centre de recherche qui est basé à Paris au sein du campus de la Salpêtrière. C'est un lieu de découverte et d'innovation majeure dans le domaine des neurosciences, mais également des maladies du cerveau. L'Institut du cerveau est vraiment présent sur plusieurs domaines différents. La recherche, comme l'illustre Léa Combette aujourd'hui parmi nous, la formation à travers l'Open Brain School, le soin et enfin l'entrepreneuriat. L'Institut du cerveau propose également chaque année le concours France Brain Bee qui s'adresse aux jeunes de moins de 19 ans. Donc là, je m'adresse aussi à vous, enseignants, pour que vous puissiez mobiliser vos élèves sur ce sujet. Donc c'est un concours sur les neurosciences qui se déroule en anglais. Et voilà, sur la présentation rapide d'Educarte et de l'Institut du cerveau, vous retrouvez toutes les informations sur notre source avec une vidéo de présentation et sur nos partenaires sur notre site educarte.fr. Je laisse donc la parole désormais à Frédéric Castagnède, qui est notre invité aux côtés de Léa Combette. Donc Frédéric est l'auteur et le réalisateur de documentaires, notamment de la mini-série Demain l'école qui est disponible sur Educarte. Et Léa Combette est doctorante sur l'impact des théories naïves de l'intelligence à l'Institut du cerveau, en partenariat avec l'association Énergie Jeune. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, moi je m'appelle Léa Combette et comme ça a été dit précédemment, je suis chercheuse doctorante à l'Institut du cerveau et aussi au sein d'une association qui s'appelle Énergie Jeune. Donc mes travaux de doctorat, ils portent sur ce qu'on appelle le mindset ou comme c'était dit dans le titre, les théories naïves ou théories implicites de l'intelligence. En fait, ces termes-là, ils décrivent tous la façon dont on va se représenter l'intelligence. Est-ce qu'on va se dire que c'est quelque chose de fixe? Donc, il y a des personnes qui sont intelligentes ou qui sont bonnes en maths, par exemple, et d'autres qui ne le seront jamais. Ou est-ce qu'on va se dire que c'est quelque chose qui évolue? On parlait de plasticité tout à l'heure. Est-ce qu'on a conscience de cette plasticité et du fait qu'on peut s'améliorer? Et c'est un pan de recherche qui existe depuis les années 70, mais on commence petit à petit à vraiment comprendre les mécanismes par lesquels ces croyances vont impacter la scolarité des élèves. Et moi, j'essaye de contribuer à cette recherche-là en essayant de comprendre comment est-ce que ces croyances-là vont impacter l'engagement scolaire des élèves,
comment est-ce qu'en tant que professeur, parent, on peut avoir un impact sur ces croyances-là, chez nos élèves ou chez notre enfant et voilà, donc j'essaie de caractériser un petit peu, ces croyances-là. Énergie Jeune, peut-être en dire, un mot. C'est donc l'association avec laquelle je travaille. Eux, ils délivrent en fait des interventions qui ont pour objectif notamment de changer justement ces croyances, donc d'aider les élèves à se rendre compte que leur intelligence peut s'améliorer parce que c'est un facteur de motivation et c'est une association qui va principalement aller intervenir dans les classes, de collège, de zones défavorisées au rural. Donc on intervient de la 6e à la 3e et un petit peu, l'aspect novateur de cette association, c'est que toutes nos interventions sont créées avec des chercheurs et basées sur les sciences cognitives. Donc on n'invente rien, on adapte au contexte français, mais on part de recherches qui ont déjà fait leurs preuves pour lutter contre le décrochage scolaire, lutter contre le fatalisme scolaire et social. Donc voilà, globalement, je pourrais peut-être dire un petit peu plus sur l'association si vous avez des questions. Et pour compléter peut-être un petit peu quel était mon parcours, donc avant ma thèse, j'ai eu un master en sciences cognitives. J'ai aussi fait une formation en communication scientifique et une autre en évaluation de programmes sociaux, parce que quand on s'intéresse à tout ce qui a un impact social, c'est important aussi de savoir comment l'évaluer, parce qu'il y a plein d'intuitions qui ne mènent pas forcément à des solutions qui sont efficaces. Donc j'ai aussi une formation là-dessus et j'ai travaillé quelques années en lien avec le milieu de l'éducation. Je n'étais pas directement professeur, mais je travaillais sur la formation des professeurs et avec des étudiants à l'université et dans les écoles. Voilà, donc je disais place à vos questions maintenant. Vous pouvez nous dire donc si vous avez des questions générales sur les neurosciences, si vous avez déjà vu le documentaire de Frédéric Castagnède, si vous avez peut-être déjà travaillé sur le sujet avec vos élèves. Peut-être pour lancer les questions, Léa, est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre neurosciences et sciences cognitives? Parce que c'est deux concepts qui ne sont pas toujours clairs pour tout le monde, y compris moi. Avec le micro, c'est mieux. Qui sont pas toujours clairs et qui en plus sont souvent utilisés de manière comme s'ils pouvaient être utilisés l'un pour parler de l'autre, mais en fait c'est deux choses qui sont différentes même si elles sont liées. Donc les sciences cognitives, ce sont toutes ces sciences qui vont s'intéresser aux facultés humaines. Donc quand je parle de facultés humaines, c'est très large, ça peut être le langage, la mémoire, les fonctions exécutives, etc. Donc ça va comprendre plein de disciplines, notamment les neurosciences. Donc les neurosciences sont ces sciences qui s'intéressent à comment est-ce que le cerveau fonctionne. On peut avoir à la fois des études au niveau cellulaire, donc comment est-ce qu'un neurone fonctionne, ou certains transporteurs fonctionnent dans le cerveau, ou des choses un peu plus globales, comment est-ce que les zones du cerveau communiquent entre elles, par exemple. On va voir aussi la psychologie cognitive et tout ce qui est science du comportement, donc comment est-ce que la mémoire fonctionne, est-ce qu'il y a un type de mémoire, deux types de mémoire, comment est-ce que ces fonctions-là rentrent en interaction aussi avec le milieu social et l'environnement des personnes. Et on va retrouver aussi d'autres disciplines telles que la linguistique, donc comment est-ce que le langage, les langages sont créés et fonctionnent, la sociologie et tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, mais la modélisation de manière générale. Ok, très bien. Donc je vois qu'on a une première question du chat qui arrive. Question de Stéphanie, que je peux publier après à l'écran pour que tout le monde la voit. Une question pour la complète. Comment les enseignants peuvent-ils se servir de la recherche en sciences cognitives pour transformer leur pratique pédagogique? Du coup, c'est une question qui est très large parce qu'il y a énormément de recherches et ça porte sur plein de domaines différents. Je pense qu'une première chose intéressante à dire, c'est qu'il y a des recherches sur les méthodes pédagogiques et il y a aussi des recherches sur le comportement à avoir en classe, comment se placer par rapport à l'élève, quel type d'environnement créer pour que les élèves restent motivés. Donc j'ai ces deux pans de recherche qui peuvent être pris indépendamment. Et ensuite, je ne sais pas si la question portait sur la méthode aussi, parce que c'est vrai que quand on s'intéresse à la recherche en sciences cognitives, ce sont des articles qui sont publiés en anglais dans des revues spécialisées, donc c'est pas forcément toujours très facile déjà à comprendre, parce que c'est des termes très complexes et spécifiques à la recherche, et en plus de ça, on n'a pas forcément accès à ces ressources-là.
il y a quand même des sites qui permettent d'avoir des résumés ou des choses comme ça. Ça se fait quand même beaucoup en anglais. Le monde anglo-saxon est très en avance là-dessus. Il y a énormément de ressources qui sont partagées aux professeurs. Après, maintenant, justement, avec la création du Conseil scientifique de l'éducation nationale, sur les sites de l'éducation nationale, il y a quand même quelques ressources qui sont disponibles. Et je sais que, par exemple, l'association Énergie Jeune, on donne aussi, on a par exemple des vidéos qui s'appellent les nouvelles sciences de l'éducation et dans lesquelles on va expliquer en quelques minutes, donc c'est un peu un condensé, mais ça permet d'avoir des premières bases pour ensuite aller étayer ces connaissances-là. On va donner des informations sur différents articles qui ont été publiés et des choses très concrètes en fait qui peuvent être appliquées en classe. Frédéric, est-ce que vous voulez ajouter un mot pour répondre à cette question? Moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé, en fait, c'était la découverte des mécanismes cérébraux d'apprentissage. Ça, j'avais trouvé ça assez fascinant. Ce que Stanislas Dehaene appelle les piliers de l'apprentissage dans un de ses cours au Collège de France. Et moi, parmi ces piliers, il y a l'attention. Bon, il y a des choses qui sont très connues. Il y a beaucoup de choses qui sont connues des enseignants, bien sûr, bien évidemment. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que les neurosciences, parfois on dit les neurosciences inventent l'eau chaude, etc. Et ils disent des choses qu'on sait déjà. Mais d'une certaine façon, ça valide certaines bonnes pratiques. Et c'est ça que je trouve assez fascinant. Par exemple, les mécanismes cérébraux d'apprentissage et ces 4 grands piliers qui sont à la fois l'attention, l'engagement actif, l'erreur et la consolidation. Voilà, c'est des grands mots, mais à l'intérieur, il y a des choses très concrètes. Et moi, il y a notamment ce pilier de l'engagement actif. Moi souvent, après le film, quand j'ai eu des interviews dans la presse, etc., on me demandait très concrètement, bah voilà, qu'est-ce que vous avez retenu des clés de la réussite, à la fois en France ou dans les pays qui fonctionnent. Et c'est vrai que à la fois en France et à l'étranger, on a été dans 2 pays qui sont radicalement différents. La Finlande, qui est un peu l'emblème du modèle nordique, et Singapour, qui est un peu l'emblème du modèle asiatique, qui sont 2 modèles complètement différents, mais qui en même temps se rejoignent sur un point qui est l'engagement actif de l'élève. Et je l'ai aussi vu dans les classes où il y a des enseignants très impliqués en France qui travaillent avec les pédagogies actives. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est validé par les neurosciences, qui voit que très concrètement, un cerveau passif n'apprend pas et que pour apprendre, un cerveau a besoin d'être actif. Et je trouve ça assez fascinant. On le voit avec les données de l'imagerie cérébrale, en fait, qui montrent que, en fait, le fait d'être actif, le fait pour un cerveau d'être actif et d'être davantage curieux, on voit à l'imagerie cérébrale que la satisfaction de cette curiosité, en fait, entraîne un surcroît d'activation des neurones, ce qu'on appelle le circuit de la récompense, qui est une libération de dopamine, notamment au sein de l'hippocampe, qui est cette petite structure du cerveau qui joue un rôle très important dans la mémorisation à long terme. Et donc, on voit que ces pédagogies actives favorisent une meilleure mémorisation de l'élève. Et il y avait une étude, notamment, je l'avais noté, c'était une étude de 2014 d'un chercheur américain qui s'appelle Scott Freeman de l'Université de Washington à Seattle, qui avait analysé 228 cours de STEM, de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et dont le résultat, c'était que les élèves qui avaient suivi uniquement un cours magistral traditionnel avaient été 1,5 fois plus susceptibles de rater leurs examens que ceux qui avaient participé durant l'année à des ateliers scolaires avec des méthodes d'enseignement plus actives. Et donc, on voit très concrètement que cet engagement actif de l'élève favorise de bons résultats scolaires. Et moi, ça m'avait amusé parce que ça contredit le fameux proverbe qui dit que la curiosité est un vilain défaut. En fait, c'est un très très bon défaut. Les Anglais disent curiosity killed the cat. Je trouve que c'est une traduction assez marrante, mais enfin voilà. Mais j'ai vu que toutes les classes où il y avait cet engagement actif de l'élève, que ce soit en France, que ce soit en Finlande, que ce soit à Singapour. À Singapour, ils ont mis au point cette fameuse méthode de Singapour pour les méthodes pour l'apprentissage des mathématiques qui repose très concrètement sur l'investissement de l'élève. En Finlande, ils ont systématiquement une espèce d'archéologie d'agencement de la salle de classe en îlots, c'est-à-dire des tables de 4 élèves qui travaillent en coopération.
voilà, c'est des choses qui sont connues depuis très très longtemps. Ça renvoie à la pédagogie freinée, ça renvoie aux pédagogues un peu innovants du début du XXe siècle. Mais voilà, tout ça, c'est validé par les neurosciences. Et voilà, toutes les classes qui mettent en œuvre ces pédagogies actives. J'avais suivi notamment une classe à Creil, qui faisait partie du programme Les Saventuriers du Learning Planet Institute, que connaît bien Léa, je crois, l'ancien centre de recherche interdisciplinaire, où les enfants travaillaient avec un mentor scientifique et donc étaient très investis dans leur apprentissage. Et voilà, donc toutes ces pédagogies actives, même si on peut dire, voilà, les neurosciences inventent l'eau chaude en disant que c'est efficace, mais oui, c'est efficace. Et le fait pour les enseignants d'être validés dans leurs intuitions par les neurosciences, par ces grands mécanismes d'apprentissage du cerveau, je trouve que ça donne voilà, ça montre qu'il n'y a pas de clivage entre sciences humaines et sciences cognitives, et qu'au contraire, les deux se rejoignent sur de grands principes, et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Frédéric, pour parler de l'erreur, je trouve que c'est une question intéressante. On voit justement dans votre documentaire que l'erreur est fondamentale pour apprendre. En tant qu'enseignant, comment est-ce qu'on peut gérer l'erreur sans humilier l'élève? Comment gérer l'erreur dans un groupe classe et faire avancer l'élève? Alors ça, il y a aussi une question générationnelle. Moi, je suis d'une génération avant Léa, mais moi, c'est vrai que moi, quand j'étais dans les petites classes, il y avait une espèce d'obligation de performance et on avait peur de faire des erreurs. Et c'est vrai que le fait de découvrir, maintenant, tous les profs savent très bien que maintenant, il faut faire des erreurs pour apprendre, etc. Mais les sciences cognitives et les neurosciences mettent très bien en évidence ce mécanisme d'erreur et montrent que se tromper, c'est non seulement normal, mais c'est surtout indispensable pour apprendre. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que il y a une espèce au moment où l'enfant se rend compte qu'il a commis une erreur, il y a une espèce de reconfiguration des réseaux neuronaux. Et c'est ce qui permet d'affiner les réponses suivantes et de se corriger. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne fait pas d'erreur, on n'apprend pas. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Mais c'est ce que Stanislas Dehaene ou Olivier Houdet expliquent très bien quand ils parlent que le cerveau, pour apprendre, a besoin de savoir se corriger, a besoin de signaux d'erreur et de feedback. Mais donc voilà, ça c'est très intéressant mais je pense que tous les enseignants aujourd'hui encouragent leurs élèves à essayer, à se tromper, parce que voilà, ils savent que c'est en se trompant qu'on corrige ses erreurs et qu'on progresse. Mais du coup, il y a aussi cet encouragement à avoir des apprentissages qui alternent à la fois les périodes d'apprentissage explicite et puis les périodes de test où on peut valider si on a fait des erreurs ou pas et puis se corriger. C'est ce que Stanislas Dehaene dit dans le documentaire. Il dit par exemple, lui il préconise par exemple un quart d'heure d'apprentissage explicite, ensuite un quart d'heure de test, parce que c'est ce qui permet en fait à l'enfant de valider ses connaissances, de découvrir ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, et de corriger ses erreurs. Parce que parfois il y a des choses qu'on sait il y a des informations qui sont en mémoire, mais qui sont en mémoire à court terme, qui sont en mémoire de travail et qui sont pas en mémoire à long terme. Et donc, c'est le fait d'alterner un enseignement explicite et un test ou une validation des connaissances par l'élève. Ça permet de vérifier justement si l'apprentissage a été mémorisé ou pas, sachant que, en particulier dans les petites classes, au CP, au moment où on apprend les savoirs fondamentaux, ce qui est très important, c'est le quatrième pilier des sciences cognitives, c'est-à-dire la consolidation des apprentissages et la répétition qui permet de consolider l'apprentissage. Mais les erreurs, effectivement, c'est important et c'est important aussi de créer une culture dans la classe qui fait en sorte que les élèves n'aient pas peur de faire des erreurs parce que même si les enseignants ont conscience aujourd'hui que c'est normal de faire des erreurs et que ça fait partie du protocole, du processus d'apprentissage, les élèves n'en sont pas toujours conscients. Et en fait, on se rend compte que la façon dont on va penser les erreurs va avoir un énorme impact sur la façon dont on va se représenter notre intelligence, sur la façon dont on va s'investir dans son travail. Il y a des études, par exemple, qui montrent que si les parents pensent que
lorsque leur enfant fait une erreur, c'est quelque chose de négatif parce que ça va le démotiver, parce que c'est signe qu'il n'a pas encore compris ce qui était présenté en cours, etc. Les enfants vont voir ça, vont percevoir ça chez leurs parents et derrière vont penser que s'ils font des erreurs, ça veut dire qu'ils sont pas assez intelligents. Et du coup, il y a vraiment un impact comme ça. Et dans la salle de classe, on peut avoir aussi cet impact-là. Il faut faire très attention à comment est-ce qu'on véhicule l'image des erreurs, comment est-ce qu'on réagit face à une erreur. Et pour avoir une vision plus positive des erreurs, quelque chose qui peut être intéressant, c'est de faire attention aux objectifs qu'on donne aux enfants aussi. Est-ce qu'on va avoir un objectif qui est un objectif de performance ou est-ce qu'on va avoir un objectif qui est un objectif de maîtrise de la tâche, d'apprentissage? Et en se concentrant plus sur la maîtrise et l'apprentissage, on va aussi faire en sorte que les élèves aient moins peur de ces erreurs-là. Et éviter la comparaison. Aussi, moi, c'est un dernier conseil que je donnerais là-dessus, c'est que plus on va favoriser la comparaison entre les élèves, plus ils vont avoir peur de faire des erreurs parce qu'ils n'ont pas envie de se sentir moins intelligents que leurs camarades, et plus ça va renforcer aussi cette idée qu'il y a des cases dans lesquelles on est dans la case intelligent ou pas intelligent, et même un élève qui est un très bon élève, qui a des bonnes notes, peut avoir peur de faire des erreurs parce qu'il aurait peur de se rendre compte que finalement, il n'était pas aussi intelligent qu'il le pensait, un espèce de syndrome de l'imposteur comme ça. Donc, il faut faire vraiment attention à cette culture qu'on a dans la classe vis-à-vis des erreurs. C'est vraiment intéressant et ça me permet de rebondir aussi sur une question que je me suis posée en regardant le documentaire, c'était de savoir comment est-ce que vous vous positionnez par rapport au groupe de niveau, aux classes par niveau, parce qu'on dit ce qui permet aussi aux élèves d'avancer, c'est d'avoir un enseignement adapté à leurs besoins, à leur rythme, mais en même temps, ça les catégorise. Donc, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Alors ça, on en a discuté un peu en préparant la masterclass, mais j'ai l'impression que c'est plus une question de sciences humaines que de neurosciences et que les sciences cognitives n'apportent pas de réponse par rapport à cette question des groupes de niveau. Moi, j'avais suivi notamment une classe à Marseille qui expérimentait ces groupes de niveau qui étaient des groupes de niveau poreux où on pouvait passer en fonction de ses progrès, on pouvait passer de langue vivante niveau 4 à langue vivante 3 ou 2 ou 1 au fur et à mesure des progrès. Mais voilà, il n'y avait pas encore les résultats scientifiques. Donc, j'ai pas voulu m'avancer sur ce terrain-là, mais j'ai l'impression que les sciences cognitives, c'est pas non plus une martingale. Je pense que c'est là aussi où il y avait, au moment de la création du conseil scientifique, il y avait beaucoup de polémiques parce que certains ont dit, alors voilà, ils arrivent avec la science infuse, mais je pense que les neuroscientifiques comme Léa sont très modestes par rapport à ça et disent répètent bien aux enseignants à chaque fois qu'ils n'arrivent pas avec une martingale et la vérité, la science infuse, etc. Il y a certaines choses que les neurosciences permettent de mettre en évidence, mais il n'y a pas de réponse à tout. Mais cette idée de l'erreur, moi, je trouve ça particulièrement intéressante. On le voit avec les petits, quand ils ont entre 0 et 3 ans, quand on voit un enfant qui fait tomber un objet par terre, par exemple, la première réaction, ça peut être de se dire, ah ben tiens, il fait une bêtise, il a fait une erreur, quoi. Et en fait, quand ils sont très petits, en fait, ils testent plein de choses. Donc, l'enfant, il fait tomber pour voir quel est le résultat. Et ensuite, il réalise que voilà, c'est pas bien, ça va se casser, etc. Donc, il refera pas l'erreur. François Tadei, il a une très belle expression, je trouve. Il dit, les enfants sont des petits chercheurs et les chercheurs sont de grands enfants. Mais voilà, il y a cette espèce de curiosité partagée. Et ça, par contre, par les phénomènes neuronaux de feedback et de correction d'erreurs, il y a le cerveau et il y a cette espèce de machinerie incroyable dans le cerveau où il y a toute une série de signaux qui s'échangent et donc à des vitesses incroyablement rapides où il y a sans arrêt des corrections d'erreurs, quoi. Donc ça, mais la plupart des profs que je rencontre me disent, mais oui, mais ça, on le sait depuis longtemps qu'il faut faire des erreurs et justement ne pas culpabiliser les enfants sur leurs erreurs, etc. Mais ça peut aller très loin. Par exemple, en Finlande, ils considèrent que justement, pour ne pas catégoriser les enfants entre eux ou les dévaloriser, etc., le principe, c'est qu'il n'y a pas de notes, par exemple, avant l'âge de 12 ans. Il y a des évaluations, mais il n'y a pas de notes à proprement parler. Justement pour ne pas pour que ça soit pas contre-productif parce que c'est un âge où l'enfant peut se bloquer, peut se sentir dévalorisé par rapport aux autres. Voilà. Après, c'est des méthodes pédagogiques différentes, mais
Oui, tout à fait, que ce soit les C'est notes ou les intéressant. groupes de niveau. Peut-être, Léa, est-ce que Ouais. vous pouvez nous donner votre avis là-dessus? Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, peut-être que les sciences cognitives ont encore des études à faire là-dessus. Après, la psychologie sociale peut déjà apporter certains éléments, notamment sur le fait, les stéréotypes. Donc, on sait que quand il y a des groupes stéréotypés, que ce soit les filles dans certaines matières, des personnes qui viennent de groupes qui sont moins représentés dans les classes, ces personnes-là peuvent se sentir en menace quand il y a des environnements évaluatifs, donc par exemple pendant un contrôle, un examen. Il faut éviter ça. Donc quand on fait des groupes de niveau, donc par exemple que ce soit une classe ou que ce soit des groupes avec ceux qui sont les moins bons dans la matière, ceux qui sont intermédiaires et les meilleurs, ça peut créer justement un renforcement de ces stéréotypes et faire en sorte que les élèves qui font partie des groupes intègrent ça dans leur identité comme quelque chose de fixe. Donc, je fais partie des mauvais, donc c'est que je suis mauvais dans cette matière-là. Et ça peut être extrêmement dangereux. Après, effectivement, ce dont on avait déjà discuté quand on avait préparé un peu la masterclass, c'est le fait qu'il y a aussi cette pédagogie plus individualisée où on peut avoir une classe de niveau, mais s'il n'y a pas de compétition entre les élèves, on en revient souvent à la culture qu'on va avoir dans la classe. Est-ce qu'on oriente ça vers la compétition ou vers l'apprentissage? Mais s'il n'y a pas trop de compétition dans la classe, le fait d'avoir quelque chose d'individualisé où chacun peut aller à son rythme, ça peut être extrêmement favorable aussi aux apprentissages. Et ça permet aussi, d'aller à son rythme et de ne pas stigmatiser ceux qui sont un petit peu plus lents, parce que c'est un problème aujourd'hui aussi dans l'éducation, c'est qu'il y a une très grande stigmatisation des personnes qui me prennent plus de temps à comprendre, alors qu'au final, ça fait partie de l'apprentissage aussi de devoir apprendre, automatiser certaines tâches, et c'est pas forcément quelque chose de négatif. Merci beaucoup. On a 2 questions qui sont arrivées dans le chat, donc je vous les mets à l'écran. Première question. Bonjour, quel est votre positionnement vis-à-vis de l'utilisation des écrans à l'école, tableaux interactifs, ordinateurs, etc. Pour moi, c'est un outil, le numérique. Donc, c'est dur de dire c'est bien ou c'est pas bien. Ça dépend vraiment de ce qu'on en fait. Ça dépend à quel âge. Ça dépend si c'est accompagné, si c'est individuel. Là, on parlait justement juste avant de pédagogie individualisée. Ça peut permettre aux élèves de faire des exercices qui soient à leur niveau. Donc, ça peut être un outil formidable. Ça peut être un outil aussi qui crée un regain de motivation, même si ça, après, il faudrait voir l'impact à long terme parce que forcément, quand il y a quelque chose de nouveau, que ce soit numérique ou non, il y a un regain de motivation parce que c'est une nouveauté dans la classe. Après, là où c'est plus problématique, et je pense qu'il avait été extrêmement décrié, c'était l'utilisation pour les toutes petites classes ou même à la crèche, etc. Et ça, on sait qu'il y a certaines utilisations, notamment le fait de mettre des enfants très jeunes devant des écrans pendant beaucoup de temps, qui vont prendre du temps sur d'autres activités conjointes avec les parents, qui peuvent avoir un impact néfaste, notamment sur le développement de tout ce qu'on appelle l'intelligence sociale, donc l'empathie, la compréhension de comment est-ce que l'autre fonctionne et aussi la métacognition, etc. Donc, ça dépend comment est-ce qu'on va utiliser cet outil, mais pour moi, ça reste un outil. Donc, toutes les utilisations sont possibles. Oui, c'est très polémique, très controversé. Moi, ce que j'ai vu, et j'en avais notamment discuté avec Andreas Schleicher, qui est directeur de la division de l'éducation de l'OCDE, quand ils font leurs études à travers le monde, ils constatent que les meilleurs systèmes éducatifs, ceux qui réussissent, ceux qui sont à la fois les plus performants et les plus équitables, sont ceux qui ont une utilisation modérée des écrans à l'école, et que ça marche à partir du moment où l'utilisation de l'écran est intégrée dans la pédagogie de l'enseignant et maîtrisée par l'enseignant. À partir du moment où c'est l'enseignant qui s'en sert dans le cadre de sa pratique pédagogique, avec une utilisation maîtrisée, contrôlée, à la fois dans le temps ou dans l'étendue des savoirs, ça peut très bien fonctionner. Moi, ce que j'avais vu, par exemple, comme utilisation très intéressante des écrans à l'école, c'est ce qu'on appelle la classe inversée, que la plupart des enseignants doivent connaître. Le système de la classe inversée, c'est vraiment très efficace, où l'élève se sert de l'écran chez lui pour apprendre un peu le cours général. Et après, en classe, il est aidé par l'enseignant pour faire les exercices pratiques. Voilà, dès qu'il y a une utilisation qui s'intègre dans la pratique pédagogique de l'enseignant et dès que l'écran est maîtrisé par l'enseignant à la fois dans l'étendue et dans le temps, ça fonctionne très bien. Donc, il ne faut pas dire que c'est blanc ou noir. Voilà, je pense qu'il y a
aujourd'hui, les écrans font partie de la vie quotidienne, font partie de toute manière du quotidien des étudiants. Donc, tomber dans l'excès inverse, on avait aussi filmé dans la Silicon Valley une école Waldorf où il n'y a pas du tout d'écran. Alors, c'est toujours, voilà, ça fait toujours jaser, c'est toujours ce qu'on met en avant dans les articles parce qu'on dit, alors, vous voyez, les ingénieurs de la Silicon Valley mettent leurs enfants dans des écoles Waldorf où il n'y a pas du tout d'écran. Mais en fait, il y a des écrans à partir d'un certain âge, il y a une utilisation maîtrisée des écrans. Et donc, je pense que il y a pas de réponse simple, mais à partir du moment où il y a une utilisation qui est maîtrisée par l'enseignant, ça marche très bien et ça peut être très bénéfique. Et notamment, l'utilisation très positive que j'ai vue, c'était dans le cadre de la classe inversée, où j'ai vu que ça participait vraiment à l'engagement actif des élèves. Et puis, si je me souviens bien, dans votre documentaire, cet enseignant, il expliquait, ce parent expliquait aussi que chez lui, il avait 15 ordinateurs. Oui, c'est ça. Il y avait aussi une familiarisation avec l'ordinateur qui pouvait se faire à la maison. C'était juste pas utilisé. Mais je pense que le côté éducatif, il peut avoir lieu aussi à la maison et pas forcément que dans la salle de classe. Sachant que les compétences numériques font aussi, je pense, maintenant partie des compétences qui seront nécessaires dans la formation des élèves. Comme le fait de savoir lire. Oui, exactement. Il y a aussi beaucoup d'utilisation, beaucoup de jeunes par exemple qui utilisent énormément les smartphones mais qui ne savent pas forcément utiliser un ordinateur ou du traitement de texte, des choses assez basiques aussi des outils numériques et ça fait pleinement partie de la formation, c'est vrai. J'enchaîne sur une question d'Adina Nida, qui nous demande comment et dans quel sens orienter un étudiant polyglotte à optimiser sa facilité d'apprentissage des langues. Alors peut-être, moi je veux bien un petit peu plus de détails. J'ai du mal à comprendre si la question est plus sur la côté motivation, donc un élève qui se reposerait un petit peu sur ses acquis en classe de langue et qui n'aurait pas forcément envie de faire beaucoup d'efforts, ou si c'est une autre question que je n'ai pas encore saisie. Je ne sais pas si c'est vraiment en lien avec... Moi, ce que j'ai vu par rapport à la dimension polyglotte, moi j'ai l'impression que ce que montrent les sciences cognitives, c'est que le fait de maîtriser plusieurs langues quand on est petit donnait une facilité d'apprentissage. Et je crois qu'il y a eu plusieurs études sur les enfants bilingues ou qui maîtrisaient plusieurs langues à l'âge aux petits âges et montraient que du coup ça leur donnait une facilité d'apprentissage par la suite. Maintenant, je n'en sais pas plus. Effectivement, j'avais interviewé à un moment des chercheuses à Strasbourg qui sont spécialisées, parce qu'à Strasbourg, il y avait pas mal d'écoles bilingues. Donc, c'est une thématique de recherche qui est extrêmement explorée là-bas. Et ils ont montré dans leur recherche que les enfants qui commencent à parler certaines langues très tôt, donc que ce soit entre 1 et 3 langues, avaient au tout début un vocabulaire un tout petit peu plus restreint, ce qui fait qu'il y a quelques années, il y a peut-être une 50aine d'années maintenant, certains orthophonistes disaient qu'il fallait absolument pas parler aux élèves, aux enfants en plein de langues parce que ça faisait un retard de vocabulaire. Mais en fait, ce vocabulaire va ensuite s'enrichir très rapidement et en fait, on se rend compte que ça les aide même, par exemple, au niveau grammatical ou même au niveau du vocabulaire, parce que ça leur permet de comprendre que un même objet peut avoir différents mots. Donc, ça va détacher l'existence de l'objet du vocabulaire utilisé. Ça va leur permettre de comprendre pas mal de choses au niveau linguistique, ce qui derrière va leur apporter un certain nombre de facilités. Et du coup, j'ai vu le complément dans le chat qui dit... Il y a une autre... J'ai l'impression, donc je vous affiche le complément et ensuite je reviendrai à la question de Diane. Alors, qui nous a passé? Intéressant. D'accord. Donc là, c'est peut-être aussi une des réponses que je peux apporter. Rejoint un peu ce que j'ai dit plus tôt. C'est peut-être un élève qui là est concentré sur sa performance. Donc sa performance, il a réussi à atteindre ce qu'il voulait atteindre. Donc forcément, il a un peu moins de motivation aujourd'hui. Peut-être que s'il était plus orienté vers l'apprentissage et de voir avec lui un matériel qui pourrait être un petit peu plus stimulant pour lui, ça pourrait faire un regain de motivation parce qu'effectivement, si son objectif c'est d'avoir juste une bonne note et qu'il a déjà une bonne note,
je le comprends, il n'y a plus beaucoup d'efforts à faire. En revanche, si c'est apprendre, voir à quoi ça peut lui servir, relier aussi ce qu'on fait en classe et leur utilité dans la vie quotidienne, c'est assez efficace. Et il y a tout un pan de la littérature là-dessus qui montre que donc ça s'appelle des Utility Value Interventions, donc des interventions qui ont pour objectif d'augmenter l'utilité perçue de ce qu'on apprend en classe. Et c'est très utile pour augmenter la motivation, puis derrière les performances scolaires des élèves, en leur faisant prendre conscience que ce qu'on apprend n'est pas forcément juste du matériel abstrait, mais que ça a un lien aussi et que ça peut avoir une utilité même sociale. Donc en apprenant telle chose, ça peut être en lien avec ce hobby que j'aime bien avoir dans ma vie personnelle, mais ça peut aussi m'aider à aider, je sais pas, ma grand-mère par exemple, dans tel contexte, ou à comprendre telle chose et l'expliquer à mon père ou à ma mère. Et donner comme ça, faire du lien entre l'école et la vie personnelle, ça peut aussi créer de la motivation. Et donc la question sur laquelle Léa vous alliez enchaîner, qui rejoint un petit peu cette question de motivation, donc quelles méthodes pourrons-nous mettre en place pour garder un élève motivé à apprendre? Est-ce que vous avez peut-être des conseils vraiment pratico-pratiques pour les enseignants en classe pour continuer à encourager les élèves? Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Il y a des choses que j'ai déjà mentionnées un petit peu plus tôt, donc le côté, le mindset, la représentation de l'intelligence. Un élève qui pense qu'il ne peut pas s'améliorer, il va pas envie de faire des efforts parce qu'il aura l'impression que ça ne servira à rien. Donc déjà, il faut que l'élève ait l'impression qu'il est capable de s'améliorer. Deuxième chose, c'est l'orientation de la motivation, comme je viens d'en parler. Est-ce qu'on est orienté vers l'apprentissage ou vers les performances? Si on est orienté sur les performances et qu'on commence à avoir des bonnes notes, on va un petit peu se reposer sur ses lauriers, alors que si on est sur l'apprentissage, on va plus être dans cette démarche d'apprentissage continu et de faire des efforts qui sont vraiment liés à une motivation personnelle. Et peut-être le dernier élément que je pourrais ajouter là-dessus, c'est, on sait qu'il y a 3 besoins un petit peu vitaux quand on est en classe. C'est le besoin de se sentir compétent, donc essayer de faire en sorte que les élèves sentent qu'ils sont compétents et qu'ils peuvent réussir à apprendre. Le lien social, donc que cet apprentissage se fasse aussi en lien avec la classe, avec les autres camarades et que ce soit pas juste un apprentissage individuel. Et le besoin, j'ai dit, de compétences, le lien social et le besoin d'autonomie. Donc si c'est des tâches qui sont imposées et que l'élève n'a aucune autonomie, il va avoir moins de motivation à le faire que s'il a réussi, soit parce qu'il travaille parce qu'il a envie de le faire, parce que c'est une tâche qui l'intéresse, ou alors parce qu'il a compris que c'était intéressant pour lui, important pour son futur, et que de lui-même, il a envie de s'impliquer dans ces tâches-là. Donc c'est 3 choses aussi à garder en tête. Et dernier élément, et ensuite je passe la parole peut-être à Frédéric, c'est aussi la métacognition, donner des stratégies. Parce qu'en fait, quelque chose qui va être très démotivant, c'est de ne pas savoir comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Quand on a des outils, donc par exemple, comment est-ce que je peux suivre mes apprentissages, me fixer des objectifs, savoir si je les ai atteints, toute cette métacognition, toutes ces connaissances sur comment est-ce qu'on apprend efficacement surtout, ça peut aussi donner de la motivation parce que parfois les élèves se sentent un peu perdus juste parce qu'ils n'ont plus les outils. Et du coup, ils n'ont pas forcément de chemin clair sur comment est-ce qu'ils peuvent s'améliorer et c'est ça qui démotive. Oui, et puis moi, ce que montrent les neurosciences, en fait, c'est un truisme, mais quand même, ce que montrent les neurosciences, c'est qu'on a tous le même cerveau, il y a une universalité de l'espèce humaine, on a tous le même cerveau et on peut tous s'améliorer à tous les âges de la vie. Et ça, pour l'apprentissage, je pense qu'en avoir conscience, c'est quelque chose de fondamental, quoi. Savoir voilà, il y a cette plasticité cérébrale qui fait que, à force voilà, en apprenant, on progresse. C'est très simple à dire, mais en même temps, c'est très important parce que certains élèves se disent, ah ben, je suis nul, j'y arriverai jamais, ça sert à rien que j'apprenne, etc. Ben non. Quand on apprend, le cerveau se reconfigure, il y a des neurones, il y a une production neuronale, etc. Donc, voilà, c'est un truisme, mais c'est confirmé par les neurosciences et moi, je trouve ça formidable, quoi. Justement, l'élève arrête de se dire je peux pas y arriver, je suis nul. Ben non. On avait une question d'Alexandra qui demandait comment donner l'impression à un élève qu'il peut s'améliorer sans être son enseignant direct, mais je pense que vous avez tous les deux donné pas mal de conseils pour y répondre. Donc merci Alexandra pour votre question qui a été vite répondue. Une toute petite chose, si c'est quelqu'un que vous voyez de temps à autre sans vraiment être son enseignant, un exercice très simple mais qui peut un petit peu changer les choses, c'est de lui demander de se rappeler une situation dans laquelle il s'est déjà amélioré. Donc en fait, ça va créer une confirmation
qu'il est possible de s'améliorer et ensuite l'élève peut commencer à réfléchir aux ressources qu'il avait mis en place. Même si c'est un exemple qui n'a rien à voir, par exemple ça peut être aux jeux vidéo, ça lui permet quand même de se rendre compte qu'effectivement il y a quelque chose qui était difficile pour lui et qui a été automatisé et qui maintenant est plus simple et pour lequel il est en maîtrise. Enfin, là, pour reprendre ça, moi je l'ai vu ça en Finlande, dans une classe en Finlande, ils travaillent beaucoup sur ce qu'ils appellent la pédagogie des points forts. Et je me souviens d'un élève en particulier qui était pas bon en maths et son prof a discuté avec lui et lui a fait travailler sur ses points forts. Par contre, il était très bon en foot et il disait, bah, tu vois, tu es très bon en foot, tu t'améliores en foot, pourquoi tu pourrais pas faire pareil en maths, etc. Donc, il faisait des parallèles avec les points forts de l'élève dans d'autres domaines et donc, du coup, ça lui donnait confiance, quoi. La confiance, je pense que c'est quelque chose de très important parce que c'est le côté motivationnel de l'apprentissage qui est clé. Si on n'est pas motivé pour apprendre, on n'apprend pas, quoi. C'est sûr. On a une autre question et donc je voudrais juste dire à tous les participants qu'il nous reste une petite dizaine de minutes ensemble. Donc c'est le moment de poser toutes vos questions dans le chat pour qu'on ait le temps d'y répondre. Une question de Laurence. J'utilise beaucoup la chaîne YouTube Cerveau mode d'emploi avec les élèves pour aborder toutes ces notions. Que pensez-vous de cette ressource ? Moi, pour être honnête, je ne connais pas assez cette ressource pour pouvoir donner mon avis dessus. Pareil. Je connais Arte YouTube qui est très bien. Et surtout, Éducarté. C'est de Jérôme Hubert. Ouais, écoutez, Fanny, je vous propose Fanny et Laurent, je vous propose qu'on se renseigne peut-être plus sur la ressource. Oui, je ne connais pas suffisamment pour donner mon avis. Ah oui, ok. Donc sinon, étant donné que ça vous intéresse visiblement toutes et tous, on a en ligne sur Éducarté une fiche pédagogique qui a été élaborée en partenariat avec l'Institut du cerveau et qui traite justement de ces sujets, qui explique comment les aborder en classe avec ses élèves. Donc on a plein de petits exercices, le test de Stroop par exemple, des tests de mémoire, donc plein de choses pour s'améliorer au quotidien. On a une autre question, une question sous vos pensées, et tout à fait, c'est justement un sujet que je voulais aborder pour les dernières minutes ensemble, qui est le sujet des neuromythes, qui est aussi un thème qui tient beaucoup à cœur à l'Institut du cerveau. Une question donc peut-être souvent posée, est-ce vrai que l'on utilise seulement 10% de son cerveau ? Et j'ajouterais aussi à titre personnel une question que je me pose souvent, est-ce vrai que passé un certain âge, on ne peut plus vraiment apprendre de choses, notamment des langues étrangères, parce que ça fait un petit peu peur quand on se dit qu'on va devoir passer 50 ans de sa vie sans apprendre de nouvelles choses. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces neuromythes ? Donc effectivement, on utilise plus que 10% de son cerveau, ça c'est un des neuromythes, je pense, les plus connus, avec le fait qu'écouter Mozart permet au bébé dans le ventre de devenir plus intelligent. C'est les neuromythes, je pense, que j'entends le plus. Non, on utilise plus de 10% de son cerveau dans toutes les situations, donc, quelles qu'elles soient. Je ne sais pas d'ailleurs si on serait censé utiliser qu'une seule partie ou un tout petit peu de chacune des zones cérébrales, mais non, on utilise la totalité de son cerveau qui est remanié en permanence, comme Frédéric le disait tout à l'heure, grâce à la plasticité cérébrale. Mais quelle que soit l'activité, on va utiliser plus que 10% de son cerveau. On peut apprendre quel que soit l'âge des langues. On peut, effectivement, il y a des âges auxquels on va avoir une facilité, par exemple pour les langues. Je pense que peut-être ce neuromythe était né de ces connaissances-là. C'est que quand on est très jeune, on va être sensible à tous les contrastes phonémiques. Donc, par exemple, en français, si je dis O ou O, je comprends que c'est deux phonèmes, deux sons différents. Il y a d'autres langues que je n'aurais jamais entendues de ma vie. Enfant, j'aurais pu distinguer des sons comme ça. Aujourd'hui, j'y arriverai plus parce que c'est beaucoup trop proche. Ça ne veut pas dire que j'y arriverai jamais. Ça veut dire qu'il va falloir que je réapprenne ça. Donc, il y a des zones comme ça, des périodes de temps où on va avoir un apprentissage beaucoup plus simple si on est exposé à ces langues-là quand on est bébé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre plus tard. Au contraire, il y a plein de personnes qui, à la retraite, se mettent à apprendre des nouvelles langues et ça ne veut pas dire qu'elles n'y arriveront pas. Donc, même à 80 ans, on peut encore apprendre des nouvelles langues. Et pour revenir sur, effectivement, si c'est lié au Cogniclass, la ressource juste avant, Cogniclass, c'est des sources assez fiables. Donc, je ne connaissais pas encore ces vidéos-là, mais les Cogniclass, donc ça a été créé notamment par Luc Berthier et ils apprennent aux enseignants comment mettre en place une expérimentation dans leur classe. Et ils font aussi des cours sur les sciences cognitives pour inciter les enseignants à utiliser cette démarche-là.
leur classe. Donc, normalement, ça devrait être des bonnes ressources. Ok, j'enchaîne un peu parce qu'il y a une nouvelle question et qu'il nous reste peu de temps. Y a-t-il des formations en ligne proposées pour permettre aux enseignants d'avoir accès aux derniers résultats des recherches en sciences cognitives? Je sais qu'il y a un MOOC qui est en cours de création ou qui a été publié par Franck Ramu, qui est un des membres du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Donc ça, c'est une ressource qui doit être assez pertinente. J'en parlais tout à l'heure, mais l'association Énergie Jeunes met aussi à disposition des enseignants notamment, mais en fait de toutes les personnes qui ont accès à YouTube, des vidéos sur les sciences, ce qu'on appelle les nouvelles sciences de l'éducation, donc toutes ces sciences du comportement et de la motivation qui peuvent être appliquées à l'éducation. Donc c'est aussi une ressource accessible. Et il me semble que même sur le site de l'éducation nationale, il y a parfois des vidéos avec des chercheurs qui vont expliquer certains concepts. Ouais, je pense que le site, je crois que le site du Conseil supérieur scientifique d'éducation nationale, je crois qu'il est hébergé par Canopé. Enfin, il y a une espèce de portail qui donne des liens et c'est une espèce de portail avec beaucoup de liens qui donnent accès aux dernières recherches des différents instituts, à la fois du LabCID, de Neurospin, etc. Donc, je pense que le meilleur portail qui centralise tout ça, c'est celui du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Ouais. Je vous invite à poser vos toutes dernières questions dans le chat. Léa, Frédéric, si vous avez un dernier mot à dire aux enseignants qui vous écoutent et qui vous écouteront dans le replay, c'est le moment. Et ensuite, je conclurai la séance. Moi, ce qui m'avait assez fasciné au cours des tournages, c'était les découvertes des neurosciences par rapport au rôle du sommeil et à l'importance du sommeil. Ça renvoie au pilier de l'apprentissage et au quatrième pilier qui est la consolidation des connaissances par la répétition. Mais c'est vrai que les neurosciences et l'imagerie cérébrale montrent très bien l'importance du sommeil dans la consolidation des apprentissages. Et je crois que les scientifiques, pendant longtemps, pensaient que le sommeil était une phase un peu de repos du cerveau, de détoxification après l'activité de la journée. Et maintenant, ils découvrent que le sommeil, il y a certaines phases du sommeil où le cerveau est en mode très très actif, où il se répète un peu tous les apprentissages de la journée en mode accéléré et il trie les informations qu'il va garder ou qu'il va éliminer, les informations qu'il va mettre en mémoire à long terme, etc. Et donc, le sommeil est vraiment une phase très importante des apprentissages et c'est pour ça que ça confirme l'idée que le sommeil est vraiment très important pour l'apprentissage. Il y a ce neuromythe où on disait, voilà, et on écoute une cassette ou je sais pas quoi, une musique pendant le sommeil, on va apprendre. Ça c'est vraiment un neuromythe. Par contre, bien dormir pour consolider l'apprentissage, ça c'est vraiment clé. Et donc, ça renvoie aussi un peu au danger des écrans, qui est le fait que ça retarde la période du sommeil et que du coup, beaucoup d'enfants ou d'adolescents sont en déficit de sommeil. Mais il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent très concrètement qu'en augmentant la période de sommeil d'une demi-heure, ça permet d'améliorer les facilités d'apprentissage. Et il y a certains chercheurs qui militent d'ailleurs pour retarder l'heure d'arrivée à l'école au lycée, par exemple, parce qu'à l'adolescence, on a tendance à se coucher très tard. Mais ils voient très concrètement que, voilà, que le sommeil est une phase très importante. Ils ont fait des essais qui sont assez fascinants avec des musiciens, où le musicien, par exemple, un violoniste, joue de son instrument, ensuite il fait une sieste et il voit très concrètement pendant la période de sommeil que le cerveau, en fait, se répète tous les gestes qu'il a appris pendant cette période d'activité. Et ensuite, il joue beaucoup mieux qu'une qu'une personne qui n'aurait pas fait de sieste. Et dans beaucoup de classes, mais bon, ça les enseignants le savent, mais notamment les petits, il y a ces périodes très importantes où parfois il faut faire une pause ou une sieste ou voir beaucoup de classes aussi qui intègrent des séances de méditation ou de repos du cerveau. Mais on voit très concrètement que après, ne serait-ce qu'une micro-sieste, les apprentissages sont beaucoup plus efficaces dans la foulée. Donc, ça, je trouve ça assez fascinant et c'est vraiment un apport des neurosciences cognitives de montrer cette importance du sommeil. Moi, mon mot de la fin, il reprendra un petit peu des éléments que j'ai déjà présentés, mais c'est surtout faire attention à l'environnement concret dans sa classe quand on est enseignant, parce que si on met l'accent sur la compétition, sur les performances,
on va vraiment créer chez les élèves une peur de la difficulté, une peur de faire des erreurs. Et ça consomme en fait des ressources parce qu'il faut gérer son anxiété, parce qu'il faut essayer de faire le moins d'erreurs possible et ça va consommer des ressources attentionnelles et cognitives qui pourraient être allouées aux apprentissages. Et du coup, ça a un impact quand même assez massif à la fois sur les performances scolaires, mais aussi sur les écarts liés aux statuts sociaux des élèves. Donc, ça a tendance à augmenter cet écart lié au statut social des élèves. Donc, c'est un point d'attention particulier à avoir. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Léa et Frédéric pour vos interventions très riches. Merci à toutes et tous dans le chat d'avoir participé à cet événement. Pour information, l'enregistrement sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Donc, n'hésitez pas à continuer à tester, à utiliser Educarté et à revoir ce replay. Merci beaucoup à toutes et tous.